Ah, vous êtes en train de m'enregistrer, c'est ça, j'étais en train de me demander pourquoi vous mettiez ça. J'ai pas prévu de slide, donc j'étais un peu perturbé. Je me suis dit, zut, c'est les slides du MEDEF qu'il faut que je lise, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, donc malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est un pays qui, bon an mal an, est le sixième puissance mondiale, qui a un niveau de PIB qui fait de la croissance faible, mais fait de la croissance, qui résiste mieux que d'autres aux récessions, mais qui se développe moins dans les phases de croissance. Et ça s'explique, mais j'y viendrai à la fin, par, je pense, un certain nombre de caractéristiques qui font que je reste optimiste sur l'avenir. Alors, l'actualité et la loi travail. Au fond, le diagnostic que le MEDEF a présenté au président Hollande quand il y a eu le changement de cap après 2 ans après l'élection, c'est de lui dire on a un énorme déficit de compétitivité vis-à-vis de nos voisins, notamment l'Allemagne, qu'on chiffre à peu près à 130 milliards d'euros, qui s'explique par un coût du travail et une fiscalité qui pèse très lourdement sur les entreprises. Vos prédécesseurs, y compris et surtout la droite, a fait le choix non pas de la politique de l'offre, mais de la politique de la demande, en ayant à chaque fin de mandat une distribution large de niches fiscales diverses et variées pour encourager la consommation et acheter les voix. Faites un choix inverse, faites le pari de l'offre. Il est plus long à payer, mais il est plus pérenne. Et je dois dire qu'avec tous les défauts du système CICE, globalement, et le fait que les 41 milliards du pacte de compétitivité ne viennent que faire compenser les 37 milliards d'augmentation d'impôts qu'il y a eu entre 2010 et 2013, le gouvernement nous a écoutés et a mis en place ce fameux pacte. Alors on peut trouver ça compliqué parce que c'est un crédit d'impôt, etc., mais au total, depuis maintenant 1 an et demi, les marges des entreprises se redressent après avoir beaucoup baissé et l'écart de compétitivité, notamment avec l'Allemagne, puisque c'est là où on peut se benchmarker le plus facilement, est en train de se réduire à tel point que dans l'industrie, le coût horaire d'un ouvrier français est repassé en dessous du coût horaire d'un ouvrier allemand. Alors, ce n'est pas le seul point à prendre en compte, hein. Il y a notamment tout le problème de la fiscalité indirecte. Juste un mot sur la fiscalité des entreprises françaises, chose importante. Ce qui compte, là je passe un message important, si vous avez l'occasion de le dire, ça n'est pas l'IS. Certes, le taux d'IS français est très élevé, mais quand vous prenez la masse d'impôts sur les sociétés en milliards d'euros payés sur le PIB ou sur la valeur ajoutée, on est très en dessous de la moyenne européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a un IS qui bénéficie d'un nombre de crédits d'impôt divers et variés qui est énorme. Et la vraie différence avec les autres pays, c'est les autres impôts, ceux qui se situent en haut du PNL, et notamment celui qu'on a réussi à faire supprimer, en tout cas pour les petites entreprises, qui est la C3S, c'est-à-dire tous les impôts, la doctrine nette, elle est simple, tous les impôts qui pèsent sur une assiette, chiffre d'affaires, investissement ou salaire sont des impôts aberrants. Parce que chacun sait, enfin, chacun devrait savoir que ça n'est pas le reflet de la santé économique d'un pays et d'une entreprise. Tous les impôts qui sont des impôts qui pèsent sur le résultat sont de bons impôts. Un chef d'entreprise n'est jamais content de payer un impôt, mais quand il a gagné de l'argent, après on peut discuter de tout, il n'est pas illégitime de payer de l'impôt. Et donc, nous, ce n'est pas toujours le cas dans le patronat, on milite pour que, alors certes, le taux d'IS soit baissé, mais surtout que tous les autres impôts soient supprimés avant. Donc, de ce point de vue-là, on est très loin de ce qu'il faudrait, mais le mouvement a été amorcé dans le bon sens. Et d'ailleurs, on peut le dire, les baisses de chômage du premier trimestre qui viennent d'être confirmées en avril, qui viennent évidemment après des hausses très spectaculaires, sont probablement liées aux améliorations de marge, puisque, comme le disait Helmut Schmidt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Et donc, il faut, et c'est une des choses qui est les plus difficiles à accepter pour les politiques, il faut accepter que des politiques d'offres vers les entreprises mettent quelques années, et quelques années pas toujours compatibles avec le calendrier électoral, pour aboutir. L'autre versant de la politique qu'on a essayé de vendre, entre guillemets, d'expliquer à Manuel Valls et François Hollande, c'est le sujet du droit du travail. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le droit du travail, mais pour résumer, il y a 2 problèmes principaux. Le premier, c'est que c'est un droit du travail qui est totalement national et centralisé. Pensez, en fait, pour la France des années 60, d'ailleurs, enfin l'Europe des années 60, c'est une Europe de grands établissements, de grandes entreprises,
avec des statuts uniques et du travail posté. Donc c'est l'usine de Sochaux-Montbéliard de PSA qui, à son maximum dans les années 70-79, avait 40 000 salariés. Donc vous passez des accords nationaux et tout le monde est traité au même. Aujourd'hui, le travail, ça n'est plus ça. Le travail, mais je pense que vous me comprendrez aisément, c'est d'abord des cycles de vie, c'est souvent du multitravail, c'est du travail partiel, c'est des CDD ou de l'intérim. Et puis surtout, là où se crée l'emploi, ce sont dans des petites structures agiles, plus mobiles, et donc forcément une vision centralisatrice, uniforme du droit du travail ne correspond plus à la réalité économique. Donc c'est pas de l'idéologie qu'on a essayé de porter, c'est de dire le monde a changé, l'entreprise a changé, l'emploi a changé, adaptons les principes fondamentaux du droit du travail à ça. Bon, l'idée a fait son chemin, il y a eu plusieurs rapports d'experts, qu'en France on aime beaucoup faire appel à des vieux sages pour essayer de se donner une caution, donc c'est une technique politique, donc on demande à M. Gallois, M. Badinter, à Combrexel, etc., de remplacer la décision politique. Alors c'est vrai qu'il y a une complexité, mais ça vous a pas échappé, c'est pas du tout le programme sur lequel il a été élu. Forcément, le gouvernement avait besoin de trouver d'autres appuis que simplement sa conviction. Et le premier problème qui s'est posé, c'est que ce principe, donc qu'on appelle la décentralisation du dialogue social, se heurte de manière très fondamentale, et ça c'est important que vous le compreniez, au business model des syndicats. On a des syndicats français qui, pour l'essentiel, sont d'abord en perte d'adhérents, très fortement. C'est un système de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans l'administration et les entreprises d'État, ils sont moyennement forts dans les grandes entreprises, ils sont faibles dans les PME, et ils sont inexistants dans les TPE. Et de la même façon, quand vous prenez la pyramide des âges, c'est la même chose. Ils sont très forts chez les retraités. 40% des adhérents qui payent leur cotisation de la CGT sont des retraités. Important de le savoir. Donc les gens qui manifestent, ils ont le temps. Hein. Et ceux qui bloquent, c'est pareil. Hein. Non mais je plaisante à moitié. C'est un des vrais sujets, c'est que c'est aussi un passe-temps d'aller manifester. Donc, très fort chez les retraités, assez fort chez les plus de 50 ans, et chez les moins de 30 ans, taux de syndicalisation, il y a une étude d'ARES qui est sortie il y a quelques semaines, inférieur à 3%. Qui est d'ailleurs un énorme problème. Hein, parce que plus les syndicats se resserrent sur leur noyau dur, plus ils sont révolutionnaires, moins ils sont dans le compromis, par construction. Et donc, la décentralisation du dialogue social, c'est la fin du business model des syndicats, et en particulier de la CGT. Ça veut dire que le national a moins de pouvoir, probablement un jour moins d'argent, tout ça n'étant pas complètement négligeable, et que donc on discute dans des TPE-PME où il y a soit peu de syndicats, soit des syndicats qui sont relativement indépendants des ordres nationaux, ou tout simplement des délégués du personnel élus sans étiquette. Donc c'est pour ça que cet article 2, qui en fait est un article qui ne va pas changer la vie des entreprises demain matin, parce que c'est très difficile de négocier une augmentation du temps de travail ou un gel des salaires dans une entreprise, dans la vraie vie. Mais le fait d'avoir la possibilité, ça fait effectivement ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire un blocage de la CGT qui joue réellement sa survie. Après, il y a une faute politique et tactique très forte du gouvernement, c'est de vouloir mettre plein de choses dans la loi. Et elle fait quand même 583 pages. Ce qui est un problème de gouvernance. Hein, parce que du coup, chacun y a trouvé, non pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il ne voulait pas. Et par construction, on est allé dans un système où il y a une surenchère des uns et des autres. Alors on dit beaucoup c'est une loi MEDEF. Bon. Peut-être qu'au début, c'est vrai que l'idée de l'inversion de la hiérarchie des, enfin de la décentralisation du dialogue social vient bien du MEDEF. Et après, je peux vous dire que c'est pas une loi MEDEF, c'est même plutôt une loi CFDT, parce que tout ce qui a été rajouté est assez terrifiant. Je vais vous donner quelques exemples. L'augmentation du mandatement syndical, c'est-à-dire 20% d'heures de délégation en plus, au-delà de 50 salariés, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui s'en réjouissent avec les syndicats qu'on a. La possibilité de considérer un réseau de franchise comme une seule entreprise
pour les seuils de représentation syndicale est un truc absolument terrifiant. Puisque ça veut dire que le magasin de 5 personnes de Pointe-à-Pitre va faire partie d'un groupe syndical de 400 personnes, ou le McDo, et où il y aura une obligation de reclassement, etc. etc. Donc, très objectivement, aujourd'hui, cette loi, non seulement elle n'apporte rien aux entreprises, mais dans beaucoup de cas, elle va plutôt être une régression. Et c'est tout le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, parce que on soutient du bout des lèvres cette loi, plus pour des raisons de principe, et pour le fait de dire il ne faut pas que la CGT soit en capacité de faire la loi, parce qu'il y a un problème de démocratie, et de citoyenneté et de réforme du pays, que sur le contenu de la loi qui, encore une fois, je le dis, sera plutôt néfaste pour les entreprises, neutre ou néfaste en fonction de la situation des uns ou des autres. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là? On est arrivé là, et est-ce que ça veut dire que ce pays n'est pas réformable? Bon, on en est arrivé quand même d'abord parce qu'on a un pouvoir qui est totalement décrédibilisé, qui n'a jamais, évidemment, eu le mandat pour faire ça, qui a très mal préparé tactiquement cette loi, qui ne tient pas sa majorité. Donc il y a des circonstances exogènes et endogènes qui sont très fortes. Mais si on est objectif, là c'est plus une analyse personnelle que je vous livre, il y a aussi une vraie inquiétude dans l'opinion. Et quand on voit les slogans des médecins en disant c'est le permis de licencier pour les patrons, alors qu'évidemment c'est plutôt le permis d'embaucher, mais il est nécessaire de pouvoir licencier pour embaucher, on revient en fait à une sourde inquiétude de beaucoup de Français qui se disent finalement dans une réforme du droit du travail j'ai plus à perdre qu'à gagner. Alors certes il y aura peut-être plus de chômeurs embauchés, mais moi qui suis en poste, est-ce que je ne vais pas me retrouver dans la première charrette? Et donc il y a quand même objectivement une sourde inquiétude qui rend la pédagogie nécessaire et qui rend le sujet pas facile. Donc la question suivante, c'est... Alors vous avez peut-être demandé aussi, je devance quelques questions, comment ça va se terminer. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le gouvernement a parfaitement les moyens techniques et légaux pour assurer l'approvisionnement du pays en essence, débloquer les endroits stratégiques où il y a besoin de débloquer, et donc, entre guillemets, tenir le temps qu'il faudra, même si... Après, c'est purement une question de courage politique. Quand Michel Sapin, ce matin, contredit par Valls, une heure après, dit il faut peut-être revoir l'article 2, ce qu'il ne comprend pas, à mon avis, c'est que c'est pas en voyant l'article 2 qui fera taire la CGT, c'est en retirant la loi. Donc en disant ça publiquement, il montre une forme de faiblesse. Enfin, c'est un très mauvais négociateur, et je ne le prendrai jamais pour aller négocier avec Ericsson ou toute autre entreprise de toute nationalité ce soir. Je ne sais pas si je dois le prendre positivement ou négativement. Mais cher Franck, très positivement. J'ai des souvenirs très positifs de mes négociations avec Ericsson, du temps où j'achetais des téléphones mobiles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors la question c'est, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est irréformable? Je crois pas. Je crois pas parce que, quand même, d'autres enquêtes d'opinion un peu différentes montre qu'il y a aussi une volonté de réforme et de renouvellement. Comment dire, le moment politique, la présentation pédagogique et le sentiment que tout le monde fait un effort jouent beaucoup dans l'acceptation d'une réforme ou pas. Je vais vous prendre un contre-exemple. Si le président nouvellement élu en 2017 commence dès le départ par faire une loi pro-PME dans laquelle il introduit un certain nombre de... Donc, les PME étant plutôt évidemment faciles, un bon cheval de bataille pour l'opinion, dans lequel il introduit un certain nombre de mesures fiscales, coût du travail et droit du travail, je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes réactions de blocage et la même. Donc je ne tire pas des événements actuels une conclusion définitive sur le thème, on n'y arrivera jamais. À plus long terme, on est un pays... ceux qui vivent en France depuis longtemps doivent le savoir, qui, même si on dit le contraire, est passionnément attaché à l'État, au rôle centralisateur et planificateur de l'État. Et même au MEDEF, et même dans le patronat, on a beau se prétendre libéral, décentralisé, etc.
dès que le moindre ministre siffle, on accourt en courant à la réunion X à Bercy, machin, pour écouter le nouveau plan bidule, le nouveau truc. Le plus frappant, c'est Arnaud Montebourg, qui est le plus grand centralium. J'aime beaucoup Arnaud Montebourg, qui est quelqu'un de très drôle, avec qui je partais Valentin en vacances, mais je suis à l'opposé diamétralement de ces... on attire la même conclusion sur le Made in France, mais avec des chemins totalement différents. Mais il n'empêche que Montebourg a fait quand même accourir tous les patrons de France, venus écouter la bonne parole de sa nouvelle politique industrielle, parce que, quelque part, on est drogué à l'action publique. On est drogué à l'action publique. Je vous donne un autre exemple qui m'a beaucoup amusé. Donc, pour la première fois au MEDEF, quand j'ai pris mes fonctions, on s'est attaqué à la fiscalité de l'entrepreneur. Traditionnellement, le MEDEF ne parlait pas de fiscalité personnelle en disant on est dans la question d'entreprise, donc on parle des impôts d'entreprise. Moi, j'ai dit, mais non, une entreprise, c'est effectivement une entreprise, mais il y a aussi des actionnaires. Et donc, si on ne parle pas de fiscalité du capital, de fiscalité de l'entrepreneur, on a un problème. Et donc, on fait une doctrine fiscale dans laquelle on propose la suppression de l'ISF. Et on présente ça à un certain nombre de patrons de PME. Il y en a un qui dit oui, mais il n'y aura plus l'ISF PME pour investir dans nos boîtes. Et là, je me suis dit, bon, on est vraiment gravement atteint. C'est-à-dire que là, le syndrome est profond. Le malade est non pas en phase terminale, mais en tout cas bien atteint. Donc, on a cette culture jacobine qui dit finalement l'État a raison. Et en même temps, le monde et les tendances économiques, c'est exactement l'inverse. Les initiatives partent du bas. Aujourd'hui, toute la digitalisation du monde permet à n'importe qui, dans un laboratoire avec 2 chercheurs, d'innover pratiquement autant que les 5000 chercheurs d'une grande entreprise. Je me rejoins dans la pharmacie, je voyais le patron de Sanofi pas très longtemps qui m'expliquait qu'effectivement, la recherche médicale est en train d'être bouleversée. Parce que les grands laboratoires bureaucratiques avec des programmes de recherche à 20 ans se font dépasser par les biotech avec quelques étudiants de Berkeley ou de Stanford qui vont beaucoup plus vite. Donc le monde économique est en train de vivre une décentralisation incroyable qui fait que le pouvoir n'appartient plus aux grands, mais aux rapides, aux agiles, à ceux qui ont la connaissance, et pas forcément les capitaux, puisqu'ils trouvent les capitaux. Et donc je pense que la France va changer, et est en train de changer, alors l'expression est un peu paterniste, par le bas, c'est-à-dire par ses entreprises et par ses entrepreneurs. Parce que, à côté de M. Martinez, qui doit passer en boucle sur la télévision suédoise et pas nous aider à faire venir des investisseurs suédois en France, je veux bien l'admettre, vous avez des dizaines de milliers de gens qui sont réunis pas très loin d'ici, à Bercy, par la BPI, pour venir entreprendre. Et bien sûr que vous connaissez la French Tech et les start-upers qui réussissent, et Blablacar, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses plus modestes, avec un potentiel peut-être moins fort, qui se passent. Moi, je le vois beaucoup dans les MEDEF territoriaux, où il y a un dynamisme entrepreneurial énorme. Et ça s'appuie sur 2 choses fondamentales, qui sont les 3 atouts de ce pays. Des infrastructures de très très grande qualité, qui permettent la décentralisation de manière paradoxale. Quand vous avez la fibre et le TGV, vous pouvez entreprendre de n'importe où en France. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc nos territoires sont irrigués. La deuxième chose, alors ça peut vous paraître arrogant, mais je le vois vraiment tous les matins, à la fois en France mais à l'étranger, c'est la qualité de nos grandes écoles. On a un système universitaire qui ne marche pas bien, mais la pointe, c'est-à-dire les 10 000 étudiants, sont vraiment très très au-dessus. C'est pour ça qu'il y a plein de placements français dans les multinationales, très très au-dessus, au top niveau de la moyenne internationale. Ça se voit dans plein de classements qui ne sont pas publics, parce que Shanghai prend des critères qui ne sont pas bons, mais ça se voit quand vous allez en Silicon Valley. C'est bourré d'ingénieurs français. Et paradoxalement, c'est d'une certaine manière grâce à cette espèce d'état omniprésent, la nature et horreur du vide, il y a ce dynamisme. Aujourd'hui, 20% de jeunes essais HEC, centraliens ou X montent leur boîte. Moi, quand je suis sorti de l'école en 84, on était 3 dans ma promo à devenir entrepreneur. Et puis le 3e atout, c'est la marque France. Moi, je vais me racheter. Donc j'ai complètement changé de secteur. J'ai racheté une société qui s'appelle Olivier et Compagnie, qui est basée à Mannes, dans les Alpes de Haute-Provence, où la fibre n'était pas installée jusqu'à que j'arrive et que je pousse un coup de gueule, et qui fait de l'huile d'olive haut de gamme. Notre premier marché, c'est la Scandinavie, figurez-vous, mais alors plus en Norvège qu'en Suède.
Et donc c'est une petite entreprise, ça fait 30 millions, 90 personnes. Vraiment, la PME, sauf que avec la marque France et la marque Provence en particulier, on arrive à vendre dans le monde entier très cher, haut de gamme, avec de la marge, parce que ce qui est important, non mais parce que tout simplement la marque France, et pas seulement dans les produits de luxe, mais à quelque chose. Et que quand vous arrivez à Taïwan, j'étais à Taïwan il y a 10 jours, voir notre importateur, eh bien, acheter de l'huile d'olive provençale ou méditerranéenne, mettre ça dans sa cuisine, c'est un signe de distinction autant que d'avoir un sac Chanel ou une bouteille de cognac NC. Alors, pas tout à fait encore, mais j'y travaille. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je suis pessimiste par lucidité à court terme, mais relativement optimiste sur l'avenir et le potentiel de ce pays à moyen terme. Et alors, je terminerai par une petite boutade, ou illustration. Je pense qu'on aura réussi, quand je dis on, collectivement, les gens qui veulent changer ce pays. Aujourd'hui, vous avez, quand vous regardez les échanges franco-britanniques, moi j'ai des actionnaires anglais, j'ai vécu en Angleterre, donc je connais bien le pays, vous avez de jeunes Français qui vont s'expatrier à la City ou à Londres pour gagner de l'argent, soit serveurs, soit traders, et des vieux Anglais qui viennent se faire rôtir au soleil en France. Et on aura réussi le jour où ça sera l'inverse. C'est-à-dire que nos jeunes Français n'iront pas à Londres pour entreprendre ou gagner de l'argent, mais iront sur la Côte d'Azur parce qu'on y vit bien, et en plus on gagne de l'argent et on peut entreprendre. Voilà, merci. Quelques questions si on a. Moi j'ai une question. C'est pas le cas de relations précédentes. Est-ce que dans tous ces débats en France, il n'y a pas des idées à prendre à l'étranger? Je trouve qu'on n'utilise pas assez les best practices des autres pays. Et on a beau en parler, en discuter, on est toujours réfractaire à ça. On utilise toujours l'argument la France est plus d'habitants que là, ou c'est moins d'habitants qu'ici. Comment on peut faire pour mieux utiliser les best practices? Je suis d'accord. Le bon exemple, c'est la droit du travail. On a expliqué ce qui a été fait en Allemagne, etc. Alors là, je vais dire du mal des Français. Vous connaissez la blague des Belges, comment fait un Français pour se suicider? Il tire au-dessus de sa tête dans son complexe de supériorité. Il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que on est lumière du monde, c'est nous qui avons fait la révolution, c'est nous qui avons créé la démocratie moderne, et on continue à penser qu'on n'a pas beaucoup de leçons à prendre des autres pays. Je vais donner un exemple très, très, très frappant. On parle du prélèvement à la source qui marche très bien dans tous les pays du monde. Alors, je fais une petite nuance quand même, dans tous les pays du monde qui ont un impôt simple, pas avec 234 niches fiscales, etc. etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc quand j'étais voir l'inénarrable Michel Sapin, qui nous annonce le prélèvement à la source, et il dit oui, mais vous allez voir, parce que le débat c'était bon, vous allez faire des économies. Non, c'est pas pour faire des économies, c'est pour améliorer le service aux contribuables. Et là on est mal barré. Et on a imaginé, enfin ils ont imaginé de faire le prélèvement à la source, mais de faire ce qu'aucun pays n'a fait, c'est-à-dire l'autorisation pour chaque contribuable de modifier son taux de prélèvement tous les mois en fonction de l'évolution de sa situation personnelle. Ce qui veut dire que les entreprises vont recevoir un fichier tous les mois. Si vous avez 100 salariés, vous recevrez tous les mois 100 taux de prélèvement à modifier. Donc évidemment, alors à modifier ou pas modifier. Donc évidemment, et là c'est une illustration absolue de cette absence de volonté de benchmarker. On va faire le prélèvement à la source, tous les autres pays font, donc on peut dire bon c'est bien, c'est du benchmark. Mais comme on est français, qu'on a inventé la Coupe du Monde de foot et je ne sais pas quoi d'autre, on va faire mieux. Les Jeux Olympiques, mais il y a cette idée vraiment de dire nous on va le faire à la française, donc c'est forcément mieux. Et faire comme les autres, c'est pas possible. C'est humiliant. Donc, vous inquiétez pas, le MEDEF est arc-bouté contre ce prélèvement à la source modulable tous les mois, parce que pour ceux qui ont une entreprise, ça fait froid dans le dos, mais voilà. Et puis en plus, il y a toujours une arrière-pensée politique, puisque là, le prélèvement à la source s'est mis en place le 1er janvier 2018, donc c'est une jolie boule puante pour le futur président, enfin le futur gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas on est face à l'élection présidentielle à venir, donc l'agenda des campagnes est assez intéressant, les thèmes de campagne.
Moi, j'ai un peu l'impression quand même que l'État ne se méfie pas trop à s'occuper de l'économie, sur lequel il a en fait une influence assez modeste. Et est-ce qu'on arriverait un jour à comprendre que le thème principal de l'État, c'est pas celui-là, et comment s'y prendre? Le thème principal de l'État, c'est de créer l'écosystème qui permette aux entrepreneurs d'entreprendre. C'est-à-dire le climat de confiance, environnement fiscal serein et compétitif, et droit du travail assez flexible dans un contexte européen. Mais, donc ça paraît simple à dire. Et quand vous dites ça à un homme politique, il vous dit non mais bien sûr, c'est mon job, moi je ne suis pas chef d'entreprise. Bon. Mais dans la réalité, il y a une énorme frustration des politiques de voir que finalement, ils ont de moins en moins d'influence sur l'économie. Et ça se traduit par des espèces de coups de menton, de coups d'accélérateur et d'actions de dirigisme, y compris à la droite. Vous écoutez Nicolas Sarkozy raconter son quinquennat, son fait d'armes, c'est la nationalisation d'Alstom et le sauvetage d'Alstom. Et il n'y a rien de plus réjouissant pour un politique de nommer le président d'une entreprise nationale, ou de faire un mécano national, de faire un mécano de rapprochement entre Safran et Thales sur les moteurs machin. Et il aime jouer, mais au sens presque premier du terme, avec l'économie. Au lieu de se dire, c'est pas mon job, moi je dois faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs et plus d'emplois, donc je mets les trucs en place et après j'y touche rien. Pour vous faire sourire, le dernier PLF, donc le projet de loi de finances 2016 voté en octobre 2015, on voit toujours Michel Sapin, qui est mon interlocuteur dans ces cas-là, au mois de, je ne sais plus, le 15 septembre, et il me dit, vous allez être un peu déçus, il n'y a rien pour les entreprises cette année. Je dis, Monsieur Sapin, mais c'est une formidable nouvelle. mais juste, ne faites rien, ne faites plus rien jusqu'à la fin. Ne touchez plus à rien. Et c'est un peu l'idée du pacte, hein, d'ailleurs, qui évidemment a été travesti, mais c'était de dire, vous ne pouvez pas baisser les impôts de 50 milliards d'un coup. On comprend bien qu'il y a une inertie de la dépense, etc. Mais dites-nous, on les baisse de 50 milliards, ou de 40 en l'occurrence, sur les 5 ans, vous nous montrez la trajectoire, vous vous engagez en dur là-dessus, puis après vous faites plus rien. Un chef d'entreprise, il investit sur 3 ou 4 ans, s'il sait que son coût du travail va baisser de 6% sur les 4 prochaines années, il peut planifier ses embauches, il peut planifier... Enfin, il a une visibilité, parce qu'il a toujours un minimum de planification sur toutes les décisions qu'il prend. Mais cette culture, elle vient aussi quand même d'un personnel politique qui est extrêmement endogène, extrêmement, comment dire, dans une carrière politique, et qui, hier à table, je ne vais pas vous donner le nom, avec un homme politique de droite sud de la France, il y a plusieurs suds, donc on ne peut pas trop leur et qui s'est fait battre aux élections par son propre camp en plus. Et je l'écoutais, il nous racontait les turpitudes de son histoire politique. Le gars a fait voter pour rien. Et je me disais, moi, je me serais fait battre, j'ai fait 20 ans de carrière politique, j'ai un carnet d'adresses, j'irais faire autre chose. J'irais m'enrichir intellectuellement pour découvrir autre chose. Non, il nous dit, et je suis revenu. Et aux européennes, j'ai gagné, machin, etc. C'est une drogue dure, hein, la politique. Pour ça, moi, je suis pour le cumul des mandats, non pas latéral, mais vertical, c'est-à-dire le cumul des mandats dans la durée, pour que la politique soit un mandat, on fait 2 mandats de maire, et puis après on revient à sa profession initiale. Plutôt que... parce que le cumul des mandats latéral, ça a un défaut, c'est que les salaires sont très bas, et que du coup vous n'attirez que des gens médiocres. Et il faut cumuler les indemnités de maire, de député, etc., pour avoir un revenu qui soit équivalent à un bon revenu du privé. Donc, si on ne paye pas les gens comme dans le privé, on a des gens, soit on a des moines soldats au service de l'intérêt général, bon, il y en a quelques-uns, il ne faut pas exagérer, soit on a des mauvais, qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ernst & Young vient de publier un propos sur l'intérêt de la France et puis donc la compatibilité de la France, etc. Vous avez montré un optimisme qui est très rafraîchissant, je trouve. Quels sont vos commentaires? Est-ce que cet article risque d'être pris au sérieux ou est-ce qu'il va être considéré comme une mauvaise comparaison, comme pour les universités que vous avez dit tout à l'heure? Quel est votre Attendez, juste sur l'université, je ne suis pas en train
de vouloir casser le thermomètre parce qu'il ne nous est pas favorable. Mais le classement de Shanghai est quand même un classement très particulier parce que il repose sur la taille, le nombre de publications, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'il traduise totalement, notamment l'adaptation au business. Et notre système de grandes écoles, qui est très petit, est vraiment très défavorisé dans ce système-là. Mais la Suède Non, fait partie. Pardon ? La Suède fait partie de cette dégradation. Ah oui, d'accord. Ok. Vous êtes en bon sens. D'accord. Non, sur l'image de la France, ce qui est terrible, c'est que les chaînes d'infos continues retiennent quoi? Retiennent la chemise du DRH d'Air France, la taxe à 75% de Hollande et le blocus des stations d'essence. Donc évidemment, si j'étais patron d'une grande entreprise suédoise et que mon patron de filiale suédoise en France me dit qu'il faut réinvestir dans l'usine, je me poserais la question, à la fois en termes d'image, et puis après, objectivement, en termes de droit social, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la loi El Khomri, il y avait la possibilité d'obliger le juge à ne regarder que le périmètre France en cas de PSE, donc le plan, enfin, je suis un peu technique, mais quand on ferme une usine, il y a un juge qui, s'il y a des recours, ce qui est d'ailleurs assez fou, va décider si oui ou non la fermeture était justifiée d'un point de vue économique. Quelqu'un qui n'est pas formé pour ça, donc c'est pas simple. Et la loi introduisait dans sa première version le fait de ne regarder que le périmètre économique France, et dans la version suivante, c'est l'ensemble de l'entreprise, et donc l'entreprise peut gagner de l'argent à un endroit et en perdre de l'autre, et ne pas pouvoir fermer, ou en tout cas avoir des obligations de reclassement. Non, c'est extrêmement néfaste. Et je ne suis pas complètement naïf, si vous voulez. Si je vous dis la vérité, quand je suis, alors non pas à l'étranger, mais devant des étrangers, je ne vais pas commencer par taper sur mon propre pays. Mais oui, je suis conscient que la marque France est dans une situation très paradoxale, parce qu'il y a une forte appétence et en même temps un fort rejet, probablement plus que proportionnel à la réalité de travailler en France. Puisque les uns les autres, vous le faites, et malgré tout, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est une Union soviétique qui fonctionne. On arrive quand même à entreprendre et à se déployer. Moi, je voulais vous demander s'il ne serait pas temps que le MEDEF commence à s'inspirer un petit peu de toutes les bonnes choses que vous venez de dire. Et en particulier d'arrêter de se shooter aux réunions ministérielles et de réclamer des lois à chaque fois qu'il estime que peut-être il y a une petite porte d'entrée. Regardez, on vient d'avoir une démonstration, elle n'est pas terminée, mais elle va venir, une démonstration effroyable. À la sortie de tout cela, on va avoir un environnement législatif qui sera moins favorable aux entreprises que si le MEDEF n'avait rien réclamé du tout à M. Hollande. Voilà où nous en sommes, voilà où nous allons en être dans quelques minutes, dans quelques semaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un petit peu au MEDEF qu'on prenne ça en compte et qu'on commence à se dire, au fond, il faudrait peut-être commencer par s'adresser à ce que vous avez fort bien dit au début, c'est-à-dire au poids énorme du jockey par rapport à la taille du petit cheval, plutôt que de vouloir continuer à faire réglementer par des politiques qui font partie de ce jockey obèse, leur faire réglementer ce pauvre cheval qui l'est déjà beaucoup. Et finalement, est-ce qu'il fallait s'attaquer à une loi travail qui n'allait toucher que le secteur privé, au lieu de s'attaquer un tout petit peu au secteur public? Alors je sais que ce n'est pas la vocation du MEDEF, et donc vous faites ce que vous êtes mandaté pour faire, et vous occupez de la partie de l'économie qui est celle qui tombe sous votre responsabilité, mais tout de même, on se demande quelquefois si ce n'est pas un jeu de gribouille. Alors, je ne suis pas en désaccord, je vais juste peut-être corriger plusieurs choses. D'abord, on a un discours sur la réduction des dépenses publiques, mais c'est un discours tribunicien, c'est-à-dire que c'est un discours sur lequel on n'est pas consulté ni interrogé. Donc, oui, on leur dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, et ils nous disent sous plusieurs formes, droite comme à gauche, ça n'est pas possible ou autant que vous voulez. Sur la loi travail, il ne faut pas se tromper, il y aurait eu une loi travail quoi qu'il arrive. C'est le dilemme permanent du MEDEF, c'est est-ce qu'on quitte la table pour ne pas être complice de ce qui va arriver, et vous avez tout à fait raison. Au final, on aura une loi, mais je l'ai dit, qui sera plus néfaste que la situation précédente, ou est-ce qu'on essaie de limiter les dégâts? Si vous avez lu la presse lundi dans le Figaro, il y a des tensions internes sur ce sujet-là au sein de notre organisation. Parce qu'il y a un moment où, effectivement, on
risque de porter au fond un chapeau qui n'est pas le nôtre. Mais c'est un débat qui traverse l'organisation depuis 30 ans, parce que quand on a un pouvoir gouvernemental qui veut légiférer quoi qu'il arrive, en étant absent, on laisse la place à d'autres qui, eux, ne se privent pas de suggérer des amendements. D'ailleurs, un peu ce qui s'est passé sur la fin de la loi travail, où on a finalement, c'est une loi CFDT, tous les amendements de fin de législature, enfin de fin de 49.3, sont des amendements CFDT. Donc c'est assez compliqué, parce que, enfin, je veux dire, j'ai envie de presque prendre une comparaison un peu osée et historique, mais c'est le thème du bouclier et de l'épée entre 39 et 45. Est-ce qu'en restant avec un pouvoir, vous limitez les dégâts, ou est-ce que vous êtes un collabo et que de toute façon ça ne sert à rien, quoi. Bon, l'exemple de la loi travail est assez convaincant pour ne pas aller à la table de négociation. Ce qu'on peut espérer, mais encore une fois, je l'ai un peu dit, c'est que s'il y a une alternance à droite, il y ait un paquet législatif en début de quinquennat, et après qui ne touche plus à rien. Mais c'est très frustrant pour le politique. Quand vous êtes ministre le matin, vous vous levez et vous dites quoi? Comment je vais pouvoir passer sur BFM? C'est ça la question du matin. Hein. C'est la seule question qui compte. Donc comment je fais? Je me lève le matin, je me rase, enfin je sais pas, ça dépend du sexe du ministre, et après c'est comment je fais pour passer sur BFM? Ben, je fais une loi. Il y a un truc moi qui m'a toujours fasciné, mais je pense que c'est pas le cas en Suède. Je crois, je connais pas tous les pays, qu'on est un des rares pays en tout cas où les lois portent systématiquement le nom des ministres. En tout cas, ça n'existe pas en Suède, hein, je ne me trompe pas. Donc vous passez à la postérité. Ben non mais il faut quand même comprendre la psychologie qui est derrière tout ça. Et donc vous dites à un ministre, ne faites rien, ne faites pas de loi, ne régulez pas, et occupez-vous de la dépense publique. Ça, c'est pas facile. Oui, mais c'est peut-être ça qu'il faut dire. Non, mais je suis pas en désaccord. Vous avez dit pendant la Je ne vais pas les priver de dessert quand même. Hein. Je ne sais pas s'il y a un dessert suédois, non? C'est quoi? Il y a du café. Vous voulez du café peut-être? Oui, non, mais allez-y. Il n'y a pas de dessert dedans, c'est tout. Des gâteaux suédois et du café. Ah, des gâteaux Mais suédois. vous savez pas. On contrôle les dépenses. C'est plat, entrée ou dessert. Vous avez dit tout à l'heure, quand on parlait, qu'il y a 553 pages déjà de cette réforme de la loi de travail. Je veux dire, moi, je ne sais pas c'est ce qui fait MIDEF et autres, mais bon, on parle, c'est toujours des grands choses économiques. Quand on discute en France, quand on débat en France, c'est des grandes questions sur le dialogue social qui n'existent pas parce qu'il n'y a pas de représentativité du tout. Donc, je veux dire, si on compare avec la Suède, on a vraiment un vrai dialogue social, donc, et ça marche pour ça. Mais ce qui est un drame, c'est pour les petites entreprises, surtout pour les petites entreprises. Et je n'entends jamais. Et les gens de politique qui vivent, mais je me demande toujours, est-ce qu'il y a des politiques, est-ce que MEDEF sait comment est la vie quotidienne pour une petite entreprise? Nous, on travaille beaucoup avec des investisseurs. Vous savez quelle est la taille moyenne d'un adhérent MEDEF? Combien de salariés à votre avis? 12. Oui. Donc je vous assure, c'est notre quotidien, c'est notre pain quotidien. Parce qu'on parle toujours du fait que c'est les petites entreprises qui représentent l'avenir, il faut qu'ils grandissent, etc. C'est là notre avenir, que tout le monde devient des multinationaux un jour. Bon, mais les petites entreprises, ingénieux, tout ce que vous voulez, c'est un cauchemar. Nous qui travaillons dans le domaine juridique, on se dit, mais c'est une folie. Il y a des gens qui veulent employer, qui veulent démarrer une activité en France, qui veulent employer 1 ou 2 personnes, ou qui a 10 personnes qui veulent leur licencier 5 pour changer la structure. Ça leur coûte des... Il ne peut pas faire un contrat de travail tout seul. Il ne peut rien faire tout seul. Et il faut qu'on les explique tout ça. Ils pensent que c'est une folie. Mais je suis la d'accord avec de vous. tout ça. Mais... Comment vous voyez tout ça? Parce que est-ce que vous êtes au courant? Je pense que là vous êtes un peu dur quand même, parce que j'ai quand même créé quelques entreprises et je me suis heurté à tout ça évidemment. Vous savez, quand je vous parle d'une Union soviétique qui fonctionne, c'est exactement ça. Alors le thème que vous abordez, c'est il y en a deux à mon avis. La première, c'est est-ce que on n'a pas tort, et ça rejoint un peu votre question. Et je crois, de faire que des grandes réformes qui, du coup,
font 500 pages, qui du coup monopolisent tout le monde, etc. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des petites réformes plus discrètes, moins politiques et plus efficaces? Quand on regarde les deux réformes les plus utiles dans les 10 dernières années en France, il y en a deux qui n'ont soulevé aucun problème. Il y a la rupture conventionnelle, qui permet, par négociation, en payant évidemment, de mettre fin à un contrat de travail dans une entreprise. Et il y a le statut de l'auto-entrepreneur, qui a permis à 500 ou 600 000 personnes de travailler à temps partiel, enfin de se faire du revenu, plus exactement, à temps partiel ou à temps plein, en plus. Et ces deux réformes qui n'ont pas donné lieu, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que dans les deux cas, il n'y a pas de nom de ministre derrière. Hein, c'est pas la réforme Novelli pour l'auto-entrepreneur ou, je ne sais plus qui était ministre du Travail à l'époque. Donc c'est des petites réformes. Donc pour réformer, je pense qu'il ne faut pas faire de grands trucs, il faut juste éliminer les irritants. Et la deuxième chose, c'est il y a eu un grand projet sous Hollande qui a été mené par Guillaume Poitrinal, qui est l'ancien patron d'Unibail, sur la simplification. Et donc il y a eu un secrétaire d'État à la simplification, une commission de la simplification. Et Guillaume, que je connais bien parce qu'il est de même ville que moi, de Châtellerault, m'a dit mais c'est simple, pendant que je simplifiais, pendant que j'ai de vider la baignoire, il y a un autre qui la remplissait plus vite que moi. Et donc on a malheureusement, et là il faut vraiment avoir un changement fondamental d'État, il faut que les directions des administrations centrales, c'est-à-dire une des idées de Sarko avec laquelle je suis d'accord, c'est d'arriver de changer les 25 directeurs des administrations centrales en les faisant venir du privé et qui prennent, mais vraiment, le management. L'administration n'est pas managée. Donc, si vous voulez, la machine continue en roue libre. Le plus impressionnant, c'est Bercy. Hein, c'est la fiscalité, c'est l'administration la plus puissante, c'est là où il y a les meilleurs de l'administration. Et il nous envoie au MEDEF 3000 pages d'instructions fiscales à examiner par an. Parce que la machine tourne et qu'il n'y a pas un patron qui dit « stop, c'est fini ». On arrête. On ne produit plus. On fait et on décide à chaque fois est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire. Donc il n'y a pas. Donc je pense que c'est une question de volonté politique et d'organisation de l'administration pour arriver à simplifier. Il y a une idée moi que je pousse auprès des candidats primaires qui viennent d'Angleterre, c'est d'avoir que des lois, parce qu'il faut quand même de temps en temps légiférer, qui aient une durée de vie. En Angleterre, depuis Cameron, ils votent des lois qui ont une durée de vie maximum et qui donc s'arrêtent au bout d'une période, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si elles ne sont pas revotées. Ce qui donc veut dire que forcément, si ça ne passe pas au Parlement, ben, la loi s'arrête et ça, on revient à l'état antérieur. Et donc pour qu'on la revote, il faut vraiment que la loi soit considérée par tout le monde comme une amélioration. Et autre idée que je pousse et qui est très difficile à pousser auprès des candidats primaires, c'est de commencer par une loi d'abrogation. C'est-à-dire qui portera le nom de personne, mais qui consiste à dire je prends tous les trucs qui ont été produits depuis 10 ans qui servent à rien et j'abroge. C'est pas une loi qui fait, c'est une loi qui défait. Bon, mais c'est très difficile psychologiquement, c'est pas très satisfaisant pour un politique de ne pas faire et de ne pas créer une loi à son nom, un dispositif à son nom, une niche fiscale à son nom, etc., etc. Mais pourquoi une dernière question. Je vous en prie. Pourquoi ce ne sera pas possible, Julien, en Suède, quand il y a une nouvelle loi dans ce domaine, elle remplace une autre loi. En France, il y a toutes les lois qui se rajoutent une à l'autre. Donc si on prend le domaine social, mais c'est horrible, il faut des avocats super spécialisés qui se concentrent ici. Donc pour chaque petite question, il faut... N'oubliez pas que les avocats de droit social militent pour la complexité du droit du travail. Hein. Non, ben, je veux dire, oui. Mais c'est tout ce processus qu'il faut analyser tout le passé pour comprendre ce qui est la nouvelle loi et prendre tout en considération. Mais je ne me trompe pas, en Suède, vous êtes un pays de jurisprudence, non? Enfin, le droit anglo-saxon, non? Non, parce qu'il y a quand même un point fondamental sur le droit social qui n'explique pas tout. C'est pays de jurisprudence contre pays de loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le droit est fait par les tribunaux comme en Angleterre, il n'y a pas besoin d'écrire dans un code du travail puisque... D'accord. Parce que ça explique une petite partie de l'épaisseur, entre guillemets, du code. Mais c'est techniquement pas possible, je ne comprends pas. Non, c'est pas techniquement, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Comment dire. Mais volonté politique, si vous voulez, au-delà du ministre. C'est-à-dire que le problème, c'est que le ministre... C'est une chose qu'il faut comprendre, hein, c'est que le turnover des ministres s'est accéléré et que donc... le turnover des ministres s'est accéléré et que donc l'administration, plus le ministre change, plus l'administration a de pouvoir. Parce que... mais oui, parce que eux, ils sont là pour la durée et que donc, par construction... un ministre qui reste 2 ans. Regardez, aux finances, c'est frappant. Aux finances, il y a déjà eu 3 ministres
Donc, l'administration de Bercy se dit, bon, quand le type dit un truc, on va attendre quelques mois. Ah, c'est toujours ministre. On va laisser passer un peu de temps. Et puis, s'il insiste, bon, ben, on va amortir le truc. C'est un des pièges du job ministériel. Bon, on va vous remercier. Merci Et beaucoup. On va changer encore une fois de sujet. C'était pas le French Tech finalement. Donc on va finir par le sujet qui touche au climat et à l'environnement. Et je vais vous offrir un livre donc écrit Big World, Small Planet. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, merci C'est beaucoup. réalisé par un grand Suédois. J'espère. Aux deux, en fait, c'est un photographe qui s'appelle Mathias Klum, mais le contenu, c'est fait par M. Johan Rockström, qui est une très grande personnalité, professeur et directeur de Stockholm Resilience Center et professeur of Water Systems and Global Sustainability at Stockholm University. Merci beaucoup. Elle est facile, elle est intéressante, elle est globale, Elle et est elle facile. touche aux affaires. Et ce qui est intéressant avec M. Rockström, c'est qu'il pense que les objectifs du climat et de l'environnement, c'est parfaitement compatible avec la croissance de l'économie On aurait pu en mondiale. parler, effectivement. Merci Merci beaucoup. beaucoup.